Le silence des maquis, en fait, c'est une quête, c'est une enquête menée par une jeune archiviste contemporaine, hein, bien sûr, qui, par amour pour sa grand-mère, chez qui elle est en vacances dans les Cévennes, va se lancer dans une recherche du frère de cette grand-mère qui a disparu entre 1944 et 1954 et qui est réapparu un beau jour de 1954 sans que la grand-mère, parce qu'il ne parle plus du tout, hein, son frère, sache ce qui lui est arrivé. Et donc, parce elle aime sa grand-mère, hein, aussi simple que ça, la jeune archiviste qui s'appelle Chloé va entreprendre, c'est son métier, elle passe son temps à aider des gens à retrouver leurs ancêtres, à suivre des pistes, à faire de la généalogie. Pour une fois, elle va le faire pour sa grand-mère et pour sa famille. Et donc, on va suivre son enquête qui va nous entraîner, pour le dire vite, de la révocation de l'édit de Nantes, du point de vue chronologique, hein, jusqu'à nos jours, et sur le plan géographique, des Cévennes à l'Afrique du Sud, en passant par Amsterdam, en passant par Berlin et jusqu'à la Sibérie et au Goulag. D'abord, j'avais beaucoup d'éditeurs qui me disaient « Oh Jean-Marc, vous devriez écrire un roman » parce que quand on lit vos livres d'histoire, ils ont un côté roman, on les lit, on les dévore comme ça. Et le prétexte, l'opportunité, l'élément déclencheur plutôt, a été quelque chose de douloureux, hein, pour nous. Ma belle-mère, donc la grand-mère de ma fille, protestante des Cévennes, hein, a vu sa santé décliner très vite. En plus, elle est devenue aveugle, alors que c'est une énorme lectrice et tout. Et je me suis dit, on s'est dit avec ma fille, que pour lui redonner le moral quelque part, pour lui montrer qu'elle existait toujours en dépit de sa maladie, de sa cécité, etc., on allait raconter une histoire qui ne la mettrait pas elle en scène, mais quelqu'un qui lui ressemble dans un village qui était son village des Cévennes. Elle n'a pas de frère qui s'est engagé dans la Waffen-SS. Tout ça, c'est du roman, mais qui permettait, si vous voulez, de reconstituer un petit peu ses rapports avec sa petite fille réelle et des choses comme ça. Et ça a tellement bien marché que ma belle-mère, à laquelle je lisais au fur et à mesure des pages, hein, on ne savait pas encore dans quel ordre et tout, c'est compliqué d'écrire un roman, et elle s'est prise au jeu quelque part. Il y avait quelque chose qui la concernait ou qui concernait le personnage qui est inspiré d'elle. Par exemple, sa petite fille lui dit, elle lui dit tu veux un café, parce que ma belle-mère faisait des litres de café, et donc sa petite fille dans le roman lui dit bien sûr, parce que tu sais bien que tu fais le meilleur café du monde, et ma belle-mère dit oh non quand même, c'est-à-dire qu'elle était tellement entrée dans le roman que pour elle c'était devenu vrai. Alors voilà comment les choses se sont déclenchées. J'ajouterai, et ça c'est un regret malheureusement qu'on ne pourra jamais combler, qu'elle est décédée avant que le roman soit complet, écrit, enfin monté si vous voulez, et donc elle n'a pas connu la suite, mais d'une certaine manière, vous savez, je pense que les gens ne sont jamais morts si on parle d'eux, si on pense à eux et tout. Et un historien qui passe son temps quand même dans des archives avec des morts, c'est un cimetière, hein, qu'on fréquente, on est tout le temps avec des fantômes. Je me suis dit, je l'ai fait avec des milliers d'inconnus, pourquoi pas le faire pour une fois avec quelqu'un de ma famille. Pour moi, c'est un roman historique, hein, mais le genre est plus à la mode. Hein. Et donc, le côté polar, ça tombait bien. Il y avait des morts, il y avait des disparitions, il y avait des menaces, il y avait du chantage. Et donc, mais sur 3 siècles, c'est ça qui est étonnant. Alors, des spécialistes du polar m'ont dit, c'est plutôt un cold case. Alors, je dis très cold, hein, parce qu'en réalité, sur 3 siècles, on va rechercher des pistes très lointaines. Mais pour tout dire, c'est un vrai bonheur d'entrer dans des histoires qui sont toutes fascinantes, hein, qu'on ne développe pas trop, hein, parce qu'autrement le livre ferait 1000 pages, et d'emmener les gens dans des endroits aussi
fascinant que ce qu'on appelle le refuge, hein, ces protestants qui quittent la France pour échapper à la répression menée par Louis XIV et les dragons, hein, on a oublié ce que c'était. Et ça permettait de parler de ça permettait de parler de ce voyage, 1 an à pied à travers les dangers, les brigands qui vous guettent pour vous voler, la solidarité des protestants au fur et à mesure de la route, hein, de tous ces États allemands. C'est pas l'Allemagne, hein, à l'époque, mais et puis ce qui était puis l'Afrique du Sud, par exemple, découvrir, enfin on en parle souvent, hein, de ces descendants de Huguenots qui ont des noms français et tout, qui vivent en Afrique du Sud, et je me suis dit c'est une occasion formidable de montrer ce qui leur est arrivé. Ce sont des gens quand même, alors ils arrivent à Amsterdam, et vous imaginez dans quel état, et puis ils ont l'opportunité, parce que les Hollandais cherchent des vignerons, cherchent des gens pour exploiter cette colonie du Cap. Et je me suis dit, c'est l'occasion d'évoquer ce qu'ils ont vécu, ces gens, parce qu'en fait, ça n'a pas été facile, hein. Ils se retrouvent dans un pays, ils ne parlent pas la langue, on va rapidement leur reprocher de ne pas parler le néerlandais. Ils se retrouvent avec des pasteurs, une fois que leurs pasteurs sont morts ou partis, qui ne parlent plus la même langue, donc tout le côté religieux pour lequel ils étaient venus, quelque part se distend, hein. Alors beaucoup d'ailleurs rentrent, hein, en France, enfin pas en France, pardon, aux Pays-Bas, et puis ils partiront vers Berlin ou d'autres directions. Et j'avais envie de raconter ça parce que c'est quelque chose dont on ne parle plus jamais aujourd'hui, ou très peu. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Alors j'ai essayé d'expliquer dans la postface qu'en réalité c'est un vrai roman, ce livre. J'entends par là que les personnages n'ont pas existé, n'ont pas d'existence réelle, sont sortis de mon imagination. Mais si c'est un vrai roman, c'est un roman vrai, parce que ces personnages sortis de mon imagination auxquels je donne des noms qui ont existé, mais qui ne correspondent pas à des personnes réelles, sont inscrites dans une histoire, c'est-à-dire celle du protestantisme, des persécutions, etc., de la fuite, de la colonisation de l'Afrique du Sud et autres, qui est complètement réelle. Même, si vous voulez, parce qu'on ne se change pas, hein, on ne se refait pas. Ma fille est vraiment la spécialiste du XVIIe, XVIIIe siècle, c'est une chartiste, elle a fait sa thèse sur les commissaires de police au Châtelet. Moi, ce sont des choses que je connais pas très bien, hein. J'ai vu ça quand j'ai passé l'agrégation il y a bien longtemps. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de replonger un petit peu dans l'histoire contemporaine, celle dont je suis familier. Et donc j'ai compliqué l'histoire sans vouloir la raconter et déflorer le sujet, mais par des histoires assez sombres, hein, de maquis, de dénonciation. Alors là, on est en 1943-44, hein, de vol, il n'y a pas d'autre terme, d'assassinat, hein, au nom de la résistance, au nom du patriotisme et tout, puis des dénonciations, puis des assassinats, et qui vont durer comme ça sur des décennies avec des menaces de mort, du chantage, du racket, et donc essayer de faire la part des choses. J'ai tellement manipulé, lu de mètres cubes d'archives, si vous voulez. Je peux pas avoir une vision idyllique des maquis, de la résistance ou de l'histoire de cette époque. Il n'y a pas des gens tout blancs, des gens tout noirs. Il n'y a pas des bons et des mauvais ou des méchants. Alors j'ai aimé quelque part, hein, mettre de la confusion dans les esprits et dans les personnages. On a des maquisards qui sont des crapules, hein. On a des Waffen-SS qui ont été forcés par les Allemands d'entrer dans la Waffen-SS sous peine de représailles sur leur famille. Tout ça est authentique, hein. Quand je donne un exemple, j'imagine que Chloé, l'héroïne, rencontre un Waffen-SS qui lui raconte ce qui s'est passé, comment il s'est engagé, ce qu'a été leur entraînement, et comment ils sont retrouvés du jour au lendemain dans la bataille de Poméranie, hein, où ils ont été tués à 90%, sans même descendre du train, etc. Mais quand ce personnage explique à cette Chloé, qui n'est pas supposée savoir, que ce qu'étaient ces Waffen-SS du mois de mai 44, rien à voir avec les gens qui ont massacré les Juifs, hein, en Pologne, en Ukraine, etc. Sont des gens qui viennent de partout en Europe, qui ont été quasiment enlevés, vous savez, embrigadés, qu'on a entraînés.
Et je donne des exemples, hein, et tous les exemples sont authentiques. Je parle par exemple d'un policier qui était au service des affaires juives, en plus à la préfecture de police. Et puis un beau jour, les Allemands viennent le voir et lui expliquent que son père, qui était colonel, est dans un Oflag, prisonnier en Allemagne, et qu'il est en train de mourir d'un cancer, et que si lui s'engage dans la Waffen-SS, il sera libéré et sa mère pourra le revoir avant sa mort. Et des exemples comme ça, ils sont tous authentiques. Hein. J'ai un jeune ouvrier de chez Renault qui était au Parti communiste, hein, et qui a perdu toute sa famille dans le bombardement, américain de Boulogne-Billancourt, et qui par haine quelque part des Américains va s'engager dans la Waffen-SS. C'est un suicide, hein, quelque part, mais parce qu'il peut plus supporter, il n'y a plus de maison, il n'y a plus d'immeuble, il a plus sa sœur, son père et sa mère sont morts. Donc voilà, c'est difficile, hein, de faire la part, mais pour tout vous dire, ça m'a beaucoup excité intellectuellement, ça m'a beaucoup fasciné, et comme vous l'avez vu, j'essaye d'adopter des styles très différents. Alors des fois, l'histoire avance par des lettres que est supposé avoir écrite notre protestant qui a fui en Afrique du Sud. Parfois par des rapports de police ou de gendarmerie des années 45, hein, 46, après-guerre, quand on cherche à élucider des meurtres, hein, au maquis. Et tout ça, c'est faux. Mais tout ça, c'est vrai, parce que j'ai tellement manipulé de ces documents que je suis parfaitement capable de faire un faux procès-verbal de gendarmerie, un faux procès-verbal d'enquête ou d'interrogatoire par des policiers. Et je dois vous dire que le comble du comble a été que j'ai pris beaucoup de plaisir, mais c'était beaucoup plus difficile pour moi, d'écrire des lettres de 1680 ou 90, hein, en retrouvant le style, pas tout à fait la graphie, parce que ça serait impossible pour les lecteurs d'aujourd'hui, et racontant des choses comme on peut supposer que beaucoup de protestants, ou beaucoup d'expatriés, d'exilés, etc. l'ont fait. Alors, écrire des fausses lettres, écrire des faux rapports, écrire des faux procès-verbaux, c'est ambigu, hein, bien sûr, pour un historien. Je suis limite du point de vue de la déontologie, mais c'est bien pour ça que j'ai voulu qu'on soit très clair. C'est un roman, un vrai roman, mais un roman vrai. Ça m'a beaucoup intéressé de donner un contrepoint à l'égard de la résistance, hein, montrer qu'il y avait des gens très purs et qui d'ailleurs sur la plupart du temps sont morts, hein, et puis qu'il y avait d'épouvantables salopards qui se sont engagés du côté des Allemands pour arrêter, casser du juif, etc., mais qu'il y a plein de gens qui se sont retrouvés, comme les Alsaciens, c'est différent, hein, mais ce sont des malgré nous. On leur pose ça, j'ai vraiment rencontré ça, hein. À côté de Dijon, hein, je suis dijonnais, il y a eu un attentat et un officier de la SS et même de la Gestapo a été tué. Alors je peux vous dire que la répression était d'une violence inouïe. C'est le seul procès d'ailleurs qui soit un procès gestapiste qui s'est tenu au tribunal de Dijon, et donc on a arrêté tous les gens du coin, vous savez, des petits villages et tout, et surtout tous les gens qui portaient le même nom. Alors, ils s'appellent tous pareils, hein, vous savez, et qui avaient des filiations avec des gens dont on savait qu'ils étaient mouillés dans cette affaire. Et là, j'ai personnellement rencontré quelqu'un qui m'a expliqué donc que le marché lui était posé tout de suite, hein. Soit il acceptait de s'engager dans la Waffen-SS, soit il était jugé, et il y a eu 32 jugés et 32 condamnations à mort et fusillés. Alors vous savez, c'est humain, hein, de se dire j'ai une petite chance, puis en plus ils ne savaient pas trop ce qui les attendait. On l'ignore, hein, mais en 1944, les effectifs allemands ont fondu. Il faut imaginer ce qu'a été le front de l'Est. Hein. Toute une jeunesse allemande y a disparu. Hein, et Himmler rêvait que ce soit une sorte de croisade européenne contre le bolchevisme, contre ces sauvages, vous savez, ces Mongols, etc., ces sous-hommes. Et donc, son but était de créer des divisions Waffen-SS totalement faites de... Il n'y avait plus d'Allemands.
Il n'y avait même plus de gens qui étaient ariens au sens de la définition des Allemands, c'est-à-dire ils étaient ni blonds ni les yeux bleus. Bon, il y avait des Norvégiens, il y avait des Hollandais qui pouvaient passer, mais les gens dont je parle, c'était des Méditerranéens, c'était des gens du Morvan, et ils ne répondaient plus aux critères raciaux. Et je me suis dit, bon, ce sont les méchants hein, dans l'histoire d'aujourd'hui. Moi, il y a des gens qui m'ont dit oui, c'est scandaleux que vous ayez héroïsé. J'ai pas héroïsé, j'ai essayé d'expliquer ce qu'étaient les choses, et je vois pas pourquoi on effacerait hein, de notre mémoire, de l'histoire. Comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que le rôle de l'histoire, c'est de redonner une identité, redonner un nom même déjà, hein, tout simplement, à des gens qui étaient des victimes ou qui étaient des bourreaux, mais dont la mémoire a été complètement effacée. Révéler le côté obscur de la résistance, hein, c'est aussi faire œuvre d'historien. On n'imagine pas hein, le nombre il y a beaucoup de gens qui vont dans les maquis en fait pour éviter le service du travail obligatoire. Ils ne veulent pas aller travailler en Allemagne et on peut considérer que c'est une forme de résistance hein, de ne pas servir l'Allemagne et ses intérêts économiques ou industriels. Le problème, c'est qu'il faut vivre quand on est comme ça dans une forêt ou un pays de moyenne montagne. Comment vit-on ? Ben, sur les habitants, bien sûr. Hein. Donc, on va réquisitionner un veau chez un fermier, on va attaquer, c'est un hold-up, hein, un dépôt de tabac, une trésorerie générale pour avoir de l'argent. Hein. On veut du tabac, de la nourriture, de l'argent. Et ça m'intéresse d'autant plus, si vous voulez, que travaillant sur la police, pour beaucoup de policiers, surtout de gendarmes, pour eux, ces résistants n'étaient pas des résistants, c'était pas des patriotes, c'était des gens qui vivaient sur le pays, qui étaient dangereux pour le pays, parce que les Allemands étaient loin d'être des imbéciles, et quand ils savent qu'il y a un maquis avec 200 personnes qui vit à quelques kilomètres dans les bois, ils arrêtent tout de suite les paysans, et les paysans déjà qui n'ont pas été payés, on leur a donné un vague bon, vous savez, valable plus tard, et souvent ces paysans ont été brutalisés, torturés, déportés, voire fusillés par les Allemands. Alors ils ne pouvaient pas avoir une vision héroïque de la résistance et extrêmement positive. Hein. Parce que malheureusement j'ai mon âge, hein, j'ai eu la chance de commencer de travailler à une époque où beaucoup de gens étaient encore vivants, qui aujourd'hui bien sûr ont disparu, et je peux vous dire que dans certaines régions, le Morvan pour en citer une ou d'autres, hein, les résistants étaient extrêmement mal vus par la population, parce que c'était des gens qui faisaient quelques coups, hein, qu'on peut assimiler d'ailleurs à des crimes de droit commun ou à des délits de droit commun, et puis qui disparaissaient, et qui restaient sur place à subir les représailles, les arrestations, les interrogatoires et tout, des paysans ou des locaux qui ne pouvaient pas porter dans leur cœur des gens qui n'assumaient pas quelque part leurs responsabilités, puisqu'ils avaient fait leur coup, ils disparaissaient après. Hein. Comment approcher au plus près de la vérité ? Eh bien, je l'ai fait comme historien, je le referai comme historien, j'ai 2 livres en cours là, mais je me suis dit qu'un moyen formidable, c'était le roman. C'était une apparente fiction, mais que cette fiction qui plonge des racines jusque-là dans la vérité, était un moyen de mettre des gens qui n'auraient pas lu un livre d'histoire, peut-être, hein, devant des vérités qu'ils ne connaissaient pas. Et je pense que c'est faire œuvre quelque part, enfin je le crois, hein, c'est pas un péché d'orgueil, c'est important de remettre ces choses en lumière. On ne vit jamais bien dans une famille, dans un pays ou tout, avec des choses occultées, vous savez, des cadavres dans les placards, comme on dit. Il faut ouvrir les placards, il faut ouvrir les fenêtres, il faut avoir le courage d'affronter son passé, même quand il n'est pas glorieux, ou pire, hein, quand il est gênant, voire criminel.